Marhaba bikoum sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Encore une fois, c'est un réel plaisir de vous recevoir, d'échanger avec vous. Merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour vos suggestions. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour la performance sportive, l'impact ou le rôle de la génétique dans la performance sportive. Pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter un éminent professeur qui fait d'une part la fierté de tous les Marocains, parce qu'il est d'origine marocaine, et qui fait un travail exceptionnel. Si Hassan Zouhar. Si Hassan, bonjour. Bonjour, salam alaikum. Bonjour. Salam Hassan. Alaikum. Ça va? Tu es en direct avec nous de la Bretagne. Oui, exact. Voilà. Je rappelle que tu es professeur des universités. Oui. Professeur chercheur aussi. Exact. Voilà. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de te recevoir pour cette thématique sur la génétique et la performance sportive. Alors, si Hassan, moi je voudrais déjà, avant de parler de la génétique, parler un peu de toi. Tu es né et tu as grandi à Meknès. Oui, exact. Et à l'âge de 17 ans, 18 ans, tu es parti faire tes études en France. Exact. Et quel est ton lien avec le sport et la recherche dans le domaine des activités physiques et sportives? C'est un lien, on va dire, comme tout jeune Marocain. Au Maroc, on faisait beaucoup de sport. Donc, moi, à Meknès, je faisais beaucoup de foot, volley, un peu de course à pied. Et puis, c'est resté comme ça, comme tous les gamins de ma génération qui faisaient beaucoup de sport dans la rue et dans les clubs aussi. Donc, j'étais un membre du CODEM en volley, et puis après aussi en athlétisme un petit peu, et puis en le foot aussi. Et puis après, j'ai fait mes études, donc la terminale, le baccalauréat en France. Et puis après, j'ai fait de la biologie. Et puis j'ai intégré l'université, je passais le concours pour rentrer en ce qu'on appelait l'UREPS à cette époque-ci, les STAPS. Et puis c'est parti. Après, c'est parti. Donc les études, le sport, les études, le sport et les études. Voilà, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, tu fais entre autres de la recherche. Est-ce que je peux dire de la recherche fondamentale? Un peu des deux, mais beaucoup plus de la recherche appliquée aux sciences du sport. Et comme au laboratoire, donc on a aussi un domaine qui touche un petit peu au fondamental. Donc on est un peu entre les deux. Donc on essaie de voir un peu ce qui s'applique au niveau sportif, et puis en même temps on regarde un peu les mécanismes qui expliquent pourquoi, par exemple, on répond à tel type d'entraînement ou tel type d'entraînement. Très bien. Et alors, revenons toujours à toi, c'est Hassan. Tu es toujours en lien avec le Maroc et tu organises régulièrement des conférences, des tables rondes, un travail en partenariat avec le Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai toujours voulu aider un petit peu, mon pays, bien évidemment d'origine, par rapport à ça, et puis apporter mes compétences dans le domaine des sciences du sport. Les collaborations ont démarré tardivement par rapport à d'autres pays du Maghreb comme la Tunisie, parce que donc il n'y avait pas les connexions dans les sciences du sport au niveau marocain. Et c'est venu avec donc Smaïl Alaoui à l'université Mohamed V à Rabat. Et donc, on a fait un premier séminaire dédié à la pratique du football, tout particulièrement parce que là, je suis expert scientifique dans le foot aussi. Et donc, on a fait un premier séminaire à ce niveau-là. Et puis après, comme en 2014, pardon, j'ai voulu aider au maximum l'Afrique dans le domaine des sciences du sport, et j'ai mis en place l'Association africaine des sciences du sport. Donc, à l'image de l'European College of Sport Science ou de l'American College of Sport Science. Donc, c'est la 2A2S, donc African Association of Sport Science. Et on a fait déjà 3 ou 4 congrès. Et le deuxième congrès a eu lieu à Rabat, donc en 2018. Très bien. Est-ce que l'association continue toujours ses activités? Oui, bien sûr. Donc là, dernièrement, on a fait 3 webinaires parce qu'on ne pouvait pas faire le congrès d'une façon, on va dire, présentielle. On a fait 3 webinaires au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, dédiés le premier aux sciences, à l'entraînement sportif et l'entraînement pour la santé. Le deuxième était relatif aux sciences de l'éducation et le troisième aux sciences humaines et sociales.
Donc, elle est active, cette association. Elle essaye d'aider les chercheurs en Afrique pour accéder aux dernières nouveautés scientifiques et puis en même temps présenter leurs travaux dans les congrès sans se déplacer. Donc, c'est nous qui amenons cela en Afrique parce que si on voulait venir en France ou en Europe pour un congrès, ça coûte extrêmement cher. Donc là, on l'amène en Afrique, ça coûte beaucoup moins cher et pour la même qualité scientifique. En tout cas, je souhaite beaucoup de réussite à ton association et sache que nous sommes à ta disposition pour continuer à travailler ensemble et puis créer cet échange, je dirais, franco-marocain ou international à travers des compétences marocaines comme la tienne pour continuer à progresser tous ensemble. Merci en tout cas beaucoup et nous sommes très fiers de toi et de tout ce que tu fais, Si Hassan. C'est très gentil. Alors, pour revenir à la génétique, ouais. Il y a des participants avec nous qui suivent, certains qui sont des initiés, qui connaissent, d'autres peut-être un peu moins. Comment on peut définir la génétique? C'est quoi exactement la génétique? Tout simplement, la génétique, c'est la science de l'hérédité. Donc, on va étudier les caractères héréditaires des individus et comment ces caractères ont été transmis au fil des générations. Et surtout, on va regarder un petit peu leur variation, c'est-à-dire leur mutation. Et là, on va commencer à rentrer dans ce qu'on avait appelé l'épigénétique. D'accord? Donc, c'est l'étude de la transmission héréditaire et donc qui a permis l'établissement des lois de Mendel qu'on connaît. Très bien. Alors, quel est l'impact de la génétique sur la performance sportive ou est-ce qu'il y a un impact de la génétique, de l'hérédité sur la performance sportive dans le sport de haut niveau? Là, si vous me permettez, je vais passer à ma présentation. Avec plaisir. Et dans ces cas-là, je répondrai aux différentes questions que vous vous poserez parce que je pense qu'ils doivent défiler au fur et à mesure que je présente cette conférence. Avec joie. Je vais faire une… Tac. Alors, je profite de saluer toutes les personnes qui sont déjà présentes avec nous et je les remercie chaleureusement pour leur présence. J'essaie de lire en même temps leurs messages qui nous disent bonjour. Bonjour à vous et bienvenue à nouveau. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va laisser Si Hassan faire sa présentation et après, je reviendrai pour prendre les questions. On voit ta présentation, Si Hassan. À vous. Ça marche. Voilà. Donc, tout d'abord, merci au Comité national olympique marocain pour cette invitation. Merci à Si Hassan Fkak pour cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'essayer de partager ces moments avec vous. C'est un plaisir partagé, Si Hassan. Merci à toi vraiment d'être présent avec nous. C'est pour vous parler donc de la génétique dans le sport et surtout l'impact de l'hérédité sur la performance sportive. Alors, bien évidemment, quand on s'attaque à un domaine, au début, on a l'impression qu'on connaît pas mal de choses. Puis après, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on voit que nos connaissances sont relativement faibles. Mais on continue à persévérer, travailler, puis on arrive à la conclusion comme quoi c'est très, très compliqué. Et la même chose, pour devenir expert, il faut arriver à dire cette phrase-là, c'est que je sais ce que je ne sais pas actuellement. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant proposé par Dunning-Kruger. C'est l'effet Dunning-Kruger. Donc pour revenir à la question de la génétique et le sport, la performance sportive, c'est un trait qui est très complexe, qui est influencé à la fois par l'hérédité, comme par exemple le sexe de la personne, la génétique ou l'épigénétique, mais aussi elle est influencée par l'environnement. Donc l'environnement, par exemple, l'entraînement, si la personne s'entraîne ou pas, la nutrition, les facteurs socio-démographiques, etc., etc. Et traditionnellement, on concède une influence prioritaire des facteurs environnementaux pour atteindre le statut d'athlète de très haut niveau ou l'athlète d'élite. Même si il y a certains athlètes qui soient naturellement doués pour certaines disciplines sportives. Et à cet égard, ces dernières années, il y a pas mal de preuves qui suggèrent que la génétique joue un rôle important dans la performance sportive. Et les données ont augmenté d'une façon exponentielle. Et donc, on sait maintenant qu'il y a les influences de nature génétique
ou de nature environnementale, donc nature and nurture, sur la capacité donc à exceller dans le sport de haut niveau. D'accord. Pardon? Hassan, si je peux me permettre. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien de parenté entre les médailles olympiques et, je dirais, l'hérédité? Oui, justement, il y a, c'est très bien, la question est parfaite, elle tombe bien parce que cette étude-là qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, par l'équipe de l'INSEP en France, qui estime que la génétique contribue aux environs au 20,5% dans les médailles pour gagner une médaille. Autrement dit, il y a un certain lien de parenté entre les nouveaux médaillés olympiques et les anciens médaillés olympiques. Donc, il y a une probabilité de gagner des médailles en fonction de liens de parenté. Et vous le voyez ici, il le démontre très bien dans ce graphique. On a la fréquence des médailles en pourcentage en fonction du lien de parenté. Juste pour aller vite, regardez bien ici. Donc, la progéniture ou la fratrie, vous avez beaucoup plus de chances de gagner une médaille, plus de 50% quand c'est de la fratrie, d'accord? Surtout quand vous êtes de la même discipline sportive. C'est-à-dire, vous faites la même discipline sportive que votre frère qui avait gagné une médaille ou que vos parents qui ont gagné des médailles, d'accord? Par rapport à quand il n'y a pas de lien de parenté. Donc, ce n'est pas dû uniquement à l'environnement familial qui pratique cette discipline sportive, mais il y a carrément, je dirais, une part de l'hérédité, de la génétique dans cette performance? On ne peut pas aller jusque-là pour le moment, mais là, c'est un constat. D'accord. C'est un constat. Il y a cette relation. Donc, on voit qu'il y a plus de 60, vous avez 65% de chances de gagner une médaille quand vous avez un des parents qui a gagné une médaille dans la même discipline. Est-ce que ça vient de l'environnement? Parce que vous êtes tout petit, vous baignez là-dedans et puis vous allez vous entraîner à ce niveau-là. Et donc, vos parents vous poussent et vous faites ça depuis tout le jeune âge. Ou alors, il y a une part d'hérédité là-dedans. Ça, on ne peut pas répondre d'une façon formelle. D'accord. Et donc, vous voyez ici qu'au fil des années, donc c'est la même chose. On voit que quand il y a un lien de parenté, on a beaucoup plus de chances de gagner des médailles aux Jeux Olympiques par rapport s'il n'y en a pas de lien de parenté. Même si on voit qu'entre 1912 et 2012, il y a une baisse de ce pourcentage. Cette explication, pour expliquer cela, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus de monde à participer aux Jeux Olympiques qu'auparavant. Donc, on voit bien qu'il y a une association, donc l'effet génétique, pardon, a été associé à des phénotypes comme la puissance musculaire, la force musculaire ou la capacité aérobie qui peuvent affecter d'une façon directe les performances sportives. Et ceci a été prouvé dans plusieurs disciplines. Et bien que la véritable influence de la génétique sur le succès de la plupart des sports soit encore inconnue, il y a pas mal d'études qui ont montré que l'influence des facteurs héréditaires, par exemple, sur la consommation maximale d'oxygène, est d'environ 50%. Par conséquent, on peut penser que la nature et l'éducation, donc nurture, sont tous les deux des facteurs nécessaires à la performance sportive au niveau élite. Mais l'interaction complexe de ces facteurs peut transformer un athlète talentueux et un athlète élite en champion. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Il y a cette complexité à ce niveau-là pour aller chercher la médaille olympique. Et au cours de ces dernières années, il y a la recherche s'est principalement concentrée sur le fait de comprendre le lien entre certains polymorphismes génétiques ou géniques et plusieurs aspects de l'exercice physique ou de la performance sportive. Par exemple, l'association entre tel gène et la puissance musculaire ou la force musculaire ou encore la performance sportive globale. Et il y a plus d'une centaine de gènes candidats qui ont été identifiés comme contributeurs potentiels à la performance sportive.
Donc là, si on reprend ce diagramme réalisé dernièrement par Pickering et collaborateurs, publié dans James, on voit qu'il y a la voie royale pour arriver à la médaille ou devenir un athlète élite. C'est posséder des facteurs génétiques prépondérants, préférentiels, et des facteurs épigénétiques qui vont dans le même sens. Donc, ce qui vous confère un talent naturel. Et donc, vous arrivez très facilement à devenir un athlète élite ou un médaillé olympique. Par contre, il y a d'autres voies. C'est par exemple quelqu'un qui répond très bien à l'entraînement. Il a tous les facteurs qu'il faut pour bien répondre à un type d'entraînement réalisé. Et donc, il peut lui aussi arriver à la médaille. Et de l'autre côté, vous avez certains facteurs qui vont permettre, certains facteurs génétiques ou épigénétiques, qui permettent à l'athlète de réduire le risque de blessure, ce qui va augmenter la charge d'entraînement. Et donc, là aussi, il peut arriver à devenir un athlète élite. On voit qu'il y avait plusieurs voies. Alors, Hassan, avant d'aller plus loin, si tu me permets, je voudrais te poser une question. On a parlé du gène, d'accord, qui est responsable direct de la transmission héréditaire, etc. Et on parle de l'épigène. Est-ce que tu peux nous donner juste quelques informations, des précisions sur quel est le rôle de l'épigène? L'épigénétique, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les facteurs héréditaires ou les gènes qui vont subir des mutations au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, à travers les générations. D'accord? Et ça, c'est lié tout particulièrement à la méthylation de l'ADN. Donc, c'est ce qu'on apprend dans la génétique de base. Et donc, ces méthylations, ces petits accidents, d'accord? C'est des accidents qui peuvent être bénéfiques, d'accord? Qui vont faire lever la clé ou le voile sur quelque chose qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Ou bien, ils vont masquer aussi donc un trait de caractère qui était potentiellement positif. Donc voilà, grosso modo, l'épigénétique. D'accord. Et alors, est-ce que notre comportement au quotidien, quand je parle de notre comportement, notre façon de se nourrir, notre façon de dormir, notre façon de faire attention au stress, à la gestion du stress, etc., est-ce que cet environnement peut impacter notre épigénétique? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça, c'est-à-dire au fur et à mesure, mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est à travers les générations. Donc il y a bien évidemment l'environnement, donc par exemple si c'est vachement démontré chez les animaux qui vont muter génétiquement pour s'adapter à un milieu naturel hostile. D'accord? Donc c'est la même chose, c'est-à-dire peut-être pour le sport, on pense qu'il y a des choses qui peuvent venir à travers les générations parce qu'il y a eu des modifications ou des accidents, entre guillemets accidents, qui peuvent être positifs ou négatifs au niveau génétique. Et donc, c'est la science de l'épigénétique. Une dernière question, Sir Hassan. Est-ce qu'on a pu identifier des gènes candidats comme contributeurs potentiels à la performance sportive? Oui, il y en a pas mal. Et donc, il y en a pas mal. Et même, donc vous voyez ici une étude réalisée par John dans SportsMed en 2020. Il y a beaucoup de pays qui se sont intéressés à essayer de comprendre s'il y a une relation entre les polymorphismes génétiques et certaines performances dans certaines disciplines sportives. Et donc, il y a des études qu'on appelle des études d'état. C'est-à-dire, par exemple, le comité national olympique australien, américain, la NFL, la National Football League pour le football américain, le baseball, le basket, qui vont diligenter des études pour voir un peu s'il y a des gènes candidats pour expliquer un fait. Ça peut être une performance sportive ou ça peut être aussi une blessure. D'accord? Donc voilà, donc il y a pas mal d'études qui sont faites à ce niveau-là. Et donc on le voit ici, donc vous voyez le sport, le pays, et puis l'association sportive qui a réalisé l'étude, et puis les tests qui ont été réalisés. Juste, par exemple, si vous prenez, il y en a une qui est sur le je la trouve. Ah, celle-là. Donc, voilà, par exemple, pour le football en Angleterre, donc la première ligue
a fait des tests pour voir un peu les individus qui étaient susceptibles d'être blessés en relation avec ces tests génétiques ou les gènes qui peuvent coder pour ça. Donc, et la même chose, il y en avait énormément de choses qui ont été faites sur le marathon, tout particulièrement. Et là, dernièrement, donc, moi et collaborateurs ont publié cette étude Systematic Review, une revue systématique pour voir un peu quels sont les gènes qui peuvent coder pour la performance dans le marathon. Et là, on voit qu'il y a pas mal de divergences. On n'est pas encore tout à fait clair. Juste pour illustrer cela, vous voyez que par exemple, cette étude-là voit que le gène qui code pour l'enzyme de conversion angiotensine, par ses allèles, donc I et D, qu'il n'y a pas de corrélation chez les Éthiopiens. D'accord? Chez les meilleurs marathoniens éthiopiens. La même chose chez les Chinois. Ils n'ont pas observé de corrélation entre certains gènes, comme celui de la PGC1 alpha, qui est connu pour la biogénèse mitochondriale, donc pour l'endurance. Il n'y avait pas d'association par rapport à la performance. Et il y en a d'autres, les Espagnols par exemple, trouvent qu'il y a une corrélation avec la performance chez les meilleurs marathoniens hispaniques, et ce gène-là, donc AQPI, son allèle C, ou bien le ACE et son allèle I. Donc on voit qu'il n'y a pas encore tout à fait un consensus à ce niveau-là. Mais j'en parlerai probablement si vers la fin, peut-être si les questions viennent. Donc pour aller dans le même, pour aller dans le même sens, pour dire qu'il y a des divergences à ce niveau-là. Vous voyez, par exemple, ici, pour le gène de conversion de l'angiotensine, il y a 16 études qui trouvent qu'il y a une corrélation positive par rapport à la performance en endurance, et vous avez 11 études qui n'observent aucune corrélation. Par contre, il y a un petit consensus concernant l'ACTN3, où là, il n'y a que 3 études qui trouvent des corrélations positives, et les autres, des corrélations plutôt négatives. Alors, Hassan, l'ACTN3, apparemment, c'est un gène qu'on dit responsable en corrélation avec la vitesse, avec la qualité physique et la vitesse. Est-ce que c'est confirmé? Oui, justement, ce gène-là, vous voyez, ici, on le voit, mais bon, je reviendrai là-dessus après. Mais si vous voulez que je vais plus loin pour parler de ce gène-là, qui est qui a capté un peu la lumière ces dernières années. Moi aussi, je me suis intéressé ces dernières années. Donc, et ce gène, il code pour une protéine qu'on appelle la protéine alpha-actinine 3. D'accord? C'est une protéine de regroupement qui est située dans le muscle squelettique et qui joue un rôle clé dans la production de force au niveau des sarcomères. Donc, un sarcomère, c'est ici. Donc, la force est produite au niveau des sarcomères pour le muscle entier. D'accord? Et donc, ce gène a attiré l'attention des physiologistes de l'exercice parce que il articule et stabilise les filaments minces d'actine. Il va les ancrer au disque Z, d'accord, à ce niveau-là. Oula, ma souris. Voilà, à ce niveau-là. Et donc, il va jouer un rôle fondamental dans la production de contractions très rapides et très puissantes, surtout lors de mouvements explosifs. C'est-à-dire, il va permettre au sarcomère de produire beaucoup plus de force et des contractions très rapides et très puissantes. Et l'expression de cette alpha-actinine 3 ne se trouve uniquement que dans les fibres de type 2, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fibres rapides. Même si il existe 2 isoformes, il y a l'alpha-actinine 2 et l'alpha-actinine 3. Et cette alpha-actinine 2, elle est identique pour 81% et similaire pour 91% à l'alpha-actinine 3 qu'on retrouve dans les fibres de type 2. Mais ce qui est important, c'est que cette alpha-actinine 2 s'exprime dans tous les types de fibres musculaires, alors que l'alpha-actinine 3 ne s'exprime que dans les fibres de type 2. Et donc, il y a énormément d'études qui se sont intéressées, comme on le voit sur ce tableau, à cette alpha-actinine 3 de ces dernières années. Et ça continue encore.
Donc, on voit encore toujours les Australiens, Éthiopiens, Kenyans, Russes, Chinois, Japonais, etc. Donc, il y a un intérêt majeur pour ce gène-là, pour la relation qu'il peut avoir avec la performance sportive. Donc, même si l'alpha-actinine 3 et l'alpha-actinine 2 soient presque identiques, on pense qu'ils ne jouent pas le même rôle au sein du muscle squelettique. En 1996, le premier c'est Nort et collaborateurs qui a fait de grosses publications, qui a identifié ce polymorphisme nucléotide, qui est unique dans ce gène ACTN3 et qui affecterait négativement l'expression de l'alpha-actinine 3. Et donc là, on parle de mutation. Plus précisément, le polymorphisme nucléotide unique va entraîner le remplacement d'une arginine R par un codon stop qui est prématuré, qui est X. Donc, ça ne va pas continuer de la même manière qu'auparavant. Et en conséquence, on va avoir des individus qu'on va appeler homozygotes, qui ont ce code stop prématuré qu'on appelle X. Et on va les appeler souvent les individus ACTN-XX. D'accord? C'est-à-dire, ils ont un déficit en alpha-actinine 3. D'accord? Vous vous rappelez, donc cette protéine qui permet d'ancrer le filament fin d'actine au disque Z. D'accord? Donc, produire beaucoup plus de force. Donc, ces individus sont connus comme XX. À l'inverse, les individus avec des génotypes RX, ici, ou RR, ont une expression fonctionnelle de cette alpha-actinine 3. Donc, on voit, comme je vous l'ai dit, il y en a pas mal qui se sont intéressés à cela, comme un collègue avec qui je collabore, Juan Del Cozo, qui est un Espagnol, qui a fait cette revue de questions là-dessus, où on le voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une expression totale chez les individus RR de cette alpha-actinine 3, et il y a que 50% d'expression de cette alpha-actinine 3 chez les RX, et quasiment pas d'expression chez les sujets XX. Donc, la même chose, regardez bien ici, sur ce diagramme, on voit que les athlètes spécialistes de sport de puissance ont une expression de RR largement supérieure aux autres, et ils n'ont quasiment pas de XX. D'accord? Par contre, les athlètes endurants, d'accord, olympiques, on voit qu'ils ont un peu de RR, un peu de RX et beaucoup de XX par rapport aux autres. Et en plus, il a été proposé que le génotype ACTN3 contrôlerait la composition du sarcomère musculaire de manière dose-dépendante. Autrement dit, les individus RR sont ceux qui ont une plus grande quantité d'ACTN3 par rapport aux individus RX. D'accord? Donc, les XX, ils n'en ont quasiment pas. Les RX ont moins que les RR. Mais bien que cette carence en alpha-actinine 3 soit compensée par une expression plus élevée de l'alpha-actinine 2, bien évidemment dans les fibres de type 2, il n'y a pas encore de preuves scientifiques qui ont démontré que cette ACTN-XX est sous-représentée chez les athlètes qui s'orientent vers la puissance ou l'explosivité. Et donc, on peut dire que la carence en alpha-actinine 3 peut être indicatif d'un effet négatif de cette variation génétique sur les fibres musculaires à contraction rapide. D'accord? Et donc, le modèle d'expression spécialisée de cette alpha-actinine 3 dans les fibres musculaires de type 2 et la fréquence des allèles chez les athlètes élites nous indique que le rôle de cette alpha-actinine 3 ne peut pas être compensé par une surreprésentation de l'alpha-actinine 2. D'accord? Autrement dit, ce n'est pas parce que quelqu'un qui a plus d'alpha-actinine 2
va pouvoir réaliser des meilleures performances dans les sports de puissance ou d'explosivité en compensant l'absence de l'alpha-actinine 3. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 20% à peu près de la population mondiale qui a le génotype XX. Et en plus, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la fréquence des XX fluctue entre les zones géographiques. Donc, on n'a pas le même pourcentage en Asie, en Afrique ou en Amérique. Vous voyez, 25% des Asiatiques possèdent le génotype XX, alors qu'il n'y a que 1% de Kenyans. Alors, si Hassan, je voudrais te poser une question. Est-ce qu'il y a une relation entre la carence en ACTN3 et la performance sportive? Ouais, ouais, justement, c'est très intéressant à aborder parce que les premières preuves sur ce génotype, donc ACTN3 XX, ont montré qu'il était sous-représenté chez les athlètes de niveau international, d'accord, ou spécialistes des disciplines de sprint ou de puissance, par rapport aux individus en bonne santé non entraînés. Donc, on voit que les athlètes qui sont spécialistes de sprint, de sport de puissance, ont beaucoup moins, le génotype XX est sous-représenté chez eux. Et cette découverte a été reproduite dans les études de ce qu'on appelle cas témoins, qui montraient une fréquence plus élevée de l'allèle R et le génotype RR dans les sports de sprint et de puissance. Donc, on a une fréquence beaucoup plus élevée. Et ce qui est intéressant de soulever ou de noter ici, c'est que la fréquence plus élevée d'athlètes avec le génotype RR ou qui portent l'allèle R n'a pas été trouvée dans les sports de puissance qui nécessitent des facteurs techniques. Et là, on pense par exemple à la gymnastique ou le patinage artistique. Et donc, ces données peuvent indiquer que la présence de l'alpha-actinine 3, donc due au génotype RR, peut être très importante pour les sports de puissance et de sprint, d'accord, pur, par exemple le 100 mètres, l'haltérophilie ou autre, alors que le génotype peut être beaucoup moins, donc ACTN3, alpha-actinine 3, peut être beaucoup moins important pour les sports qui demandent de la puissance et de la force, mais des aspects techniques, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gymnastique ou la course de haie, par exemple. D'accord ? Donc, juste pour illustrer ce que je viens de dire, on voit que cette revue de questions qui a été faite par Howling dans Human Mutation en 2018, on voit que là, ici, c'est chez les sportifs spécialistes de sprint et de sport de puissance, on voit que la représentation de l'ACTN, enfin, au XX, de la XX, est très faible. D'accord ? On voit 3% pour cette étude-là, 7% pour cette étude-là. Ici, vous avez les sports qui les concernent, les bodybuilders ou les haltérophiles. Ici, vous avez les spécialistes de sprint. D'accord ? La même chose, ça suit ici, avec d'autres études, chez les Japonais, les Jamaïcains, les États-Unis ici. Donc, à peine 2%. D'accord ? Donc, on voit très bien que toutes les études récentes démontrent que les athlètes spécialistes de sprint ou de sport de puissance et d'origine ethnique différente ont des fréquences plus faibles du génotype ACTN3 XX par rapport à une population d'individus témoins. Et donc, ce résultat suggère que le génotype XX et la carence en alpha-actinine 3 sont quelque peu défavorables pour tous ceux qui vont faire du sport avec de la vitesse et de la puissance, ce qui va limiter donc la probabilité de devenir un athlète élite dans ce type de ces disciplines. Et c'est pour ça que vous m'avez dit tout à l'heure qu'on le considère comme le gène de la vitesse. Donc, parce que et même ce que je viens de dire, ça a été confirmé par le fait qu'une fréquence très élevée de l'allèle RR a été retrouvée chez les détenteurs
elle est détentrice des records du monde en sprint, ce qui peut être donc l'une des raisons de leur supériorité dans les épreuves de sprint probablement. Mais je reviendrai là-dessus par la suite. Il y a aussi d'autres preuves qui proviennent d'individus ou de populations qui ne sont pas élites. C'est ça qui est intéressant. Là, ce ne sont pas des élites. Et on a pu observer que ces individus-là avaient des valeurs de force supérieures, des volumes musculaires supérieurs, et surtout, ils répondaient à l'entraînement de force ou de vitesse d'une manière supérieure aux individus qui avaient l'allèle XX. Et en plus, on a pu observer que ces valeurs de force, ces volumes musculaires qui augmentaient en réponse à l'entraînement, alors qu'avant l'entraînement, la composition des fibres musculaires était similaire. Et il y a d'autres études qui ont observé que, par exemple, la section transversale des fibres de type 2, qui est corrélée à la production de force et de la puissance, était largement supérieure chez les individus RR par rapport aux individus XX. Donc on voit qu'il y a une tendance qui se dégage à ce niveau-là. En ce qui concerne l'influence des différents génotypes, donc ACTN3, sur les adaptations à l'entraînement, on a pu observer des augmentations plus importantes de puissance musculaire après un entraînement de force, donc chez les individus RR par rapport aux individus XX. Alors que la synthèse protéique a été beaucoup plus basse chez les individus déficients de cette alpha-actinine 3, c'est-à-dire les individus XX. Et en plus, il semble que le génotype XX est associé à une réponse accrue à l'entraînement en musculation de faible intensité et à l'entraînement en endurance. Alors que les porteurs de l'allèle RR présentaient une plus grande amélioration des paramètres de performance en réponse à l'entraînement de musculation de très haute intensité. Donc, toutes ces informations sur les populations non élites suggèrent qu'il y a une capacité plus élevée chez les individus RR de développer ou d'avoir des meilleures réponses à l'entraînement qui est axé sur la vitesse et la puissance. D'accord ? Et même s'il existe d'autres facteurs qui sous-tendent la performance sportive et qui peuvent l'influencer. Par conséquent, l'influence de l'entraînement sur la probabilité d'être un athlète élite dans donc, les disciplines de sprint, en possédant le génotype XX, est un point intéressant à étudier pour voir s'ils peuvent y accéder eux aussi. Concernant les performances en endurance, une association inverse a été initialement suggérée parce qu'on se disait que tiens, les individus XX, comme ils ne sont pas très forts dans les sports de sprint et de puissance, c'est pour ça ils vont être très forts dans les sports d'endurance parce que ils ont une fréquence plus élevée de ce génotype donc XX. Eh la fréquence n'a pas été observée, d'accord, parce que on n'a pas observé d'association entre les athlètes internationaux spécialistes de demi-fond, fond, marathon, triathlon et ce génotype donc XX. Et même une étude réalisée par Papadimitriou en 2018 a observé qu'il y a une absence d'association entre donc la présence de cet allèle XX et les records en demi-fond, et voire même chez les athlètes internationaux spécialistes de triathlon ou de l'Ironman. Donc, cette absence d'association entre le génotype XX et les performances en endurance a été confirmée, donc, comme je l'ai dit, par l'absence de relation avec les records du monde, d'accord, sur le 1500 mètres, le 3000 mètres, le 5000 mètres ou encore les temps sur marathon. Ce que l'on sait, c'est que si je peux me permettre, puisque tu parles du fond, demi-fond,
on parle souvent et on dit souvent que les Marocains sont relativement doués pour ces distances, le fond, le demi-fond. Est-ce que, à ta connaissance, il y a une étude scientifique rigoureuse comme ça qui a été faite pour démontrer ce penchant? Est-ce qu'il y a justement cette corrélation entre l'ACTN3 et cette performance en fond et demi-fond chez les Marocains? Bah, à ma connaissance, il n'y a pas. Si le Maroc a fait des études de ce type-là, moi, j'en ai pas connaissance. Parce que des fois, il y a certaines fédérations qui peuvent procéder à des études comme ça, mais qui les gardent pour eux, pour elles. Donc, il n'y a pas de publication pour aller dans ce sens-là. Mais ce que l'on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment pour l'endurance, le fond, le demi-fond, etc. Il y a le gène candidat, c'était le ACE. Donc, le gène qui code pour donc l'angiotensine, enfin l'enzyme de conversion d'angiotensine. Et comme je l'ai démontré tout à l'heure, il y a des études qui vont dans un sens, il y a des études qui vont dans l'autre sens. Donc, on n'a pas encore un consensus total. En ce qui concerne l'ACTN3, puisque donc on pensait qu'il y a le RR, plutôt sport d'endurance, puissance musculaire, et donc c'est exprimé dans les fibres de type 2, et on s'est dit que tiens, le XX, il est exprimé un peu partout pour remplacer le R et le RX. Donc, on pensait qu'il y aurait une corrélation avec les performances en endurance, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il n'y a pas, c'est-à-dire quand vous avez une déficience en alpha-actinine 3, vous n'avez pas un avantage quand vous faites un sport d'endurance. Donc, on le voit ici, vous voyez, chez les athlètes d'endurance, ça c'est uniquement les athlètes d'endurance, que ce soit les nageurs, les biathlètes, les marcheurs, les coureurs à pied, spécialistes de demi-fond et fond, les cyclistes, on voit qu'il n'y a pas une surreprésentation de XX dans toutes les études. Ça confirme ce que je viens de dire tout à l'heure. Et ça, dans différents pays du monde. Donc, pour aller un peu plus loin, donc tout ce que je viens de vous dire a été démontré un petit peu chez l'animal lorsque les scientifiques ont développé donc une souris ACTN3-KO, c'est-à-dire elle est déficiente en ACTN3. Et on a remarqué qu'elle produit beaucoup moins de force, d'accord? Elle a moins de masse musculaire, donc moins de muscles que les souris normales. Et donc, la même chose, vous voyez, la taille des fibres de type 2 était plus basse. Par contre, ils avaient un phénotype du métabolisme aérobique beaucoup plus similaire aux souris normales. Mais par contre, ils arrivaient à stocker beaucoup plus de glycogène et probablement pour compenser tout cela. Et donc, ils avaient aussi une activité enzymatique mitochondriale beaucoup plus importante. Et puis, aussi, ce qu'on a pu observer, c'est la calcinurine, qui est une sérine, enfin une phosphatase, qui résulte de l'expression d'un ensemble de gènes qui sont impliqués dans le maintien, la croissance et le remodelage du muscle squelettique. Et bien évidemment, impliqués tout particulièrement dans la biogenèse mitochondriale. Et donc, plus précisément, cette calcinurine est impliquée dans la transformation des fibres de type 2 fibres, pour le passage de fibres de type 2 vers les fibres de type 1. Et donc, elle va permettre probablement une meilleure endurance. Donc, ces changements observés chez l'animal n'ont jamais pu être répliqués chez l'homme. D'accord. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas aller très loin pour dire qu'une déficience de l'alpha-actinine 3 serait bénéfique pour les sports d'endurance. Hassan, il y a beaucoup de questions des participants à notre visioconférence. Je les remercie d'ailleurs pour leurs questions. Juste pour les rassurer, je te laisse finir la présentation et après je prendrai les questions et répondre tranquillement. Mais avant, je voudrais juste te poser une question rapide. Est-ce qu'il y a aussi une corrélation entre le gène, par exemple ACTN3, et les blessures dans la pratique sportive? Est-ce qu'il y a quelque chose de génétique là-dessus?
Ouais, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le premier diagramme, il y a plusieurs façons d'arriver à devenir athlète de très haut niveau. Donc, il y a soit une bonne réponse à l'entraînement, donc là, on voit qu'il y a une relation à ce niveau-là, ou aussi, il y a pour éviter les blessures. Donc, un athlète de haut niveau évite les blessures, surtout quand il est jeune, plus il augmente la charge d'entraînement et le potentiel d'entraînement qui va lui permettre d'aller à très haut niveau. Et il y a des preuves scientifiques assez intéressantes qui concernent l'influence donc du génotype ACTN3 et l'incidence des lésions musculaires qui sont liées à l'exercice, même si les résultats ne sont pas encore tout à fait clairs. Dans un premier temps, il y avait une étude qui avait observé donc une probable augmentation des blessures musculaires sans contact chez les femmes qui portaient l'allèle R en 2015. Et en 2019, il y a une autre étude qui allait dans l'autre sens, que les athlètes qui portaient le génotype XX avaient une probabilité 3 fois plus d'avoir ou de contracter des blessures musculaires. Mais depuis ces 2 dernières années, la plupart des études récentes, avec des tests génétiques beaucoup plus poussés et beaucoup plus fiables, ont observé une incidence de blessures supérieure chez les athlètes XX par rapport aux athlètes RR. Donc, il y a un rôle probablement entre donc ce gène ACTN3 et les blessures musculaires sans contact. Même si vous voulez, les mécanismes ne sont pas encore tout à fait clairs, mais on peut penser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cette alpha-actinine 3, c'est une protéine de liaison, donc qui a un rôle clé dans l'ancrage des filaments d'actine à la ligne Z. Et donc l'absence de cette alpha-actinine 3 dans les fibres musculaires, tout particulièrement de type 2, produirait donc un lien moins puissant de ces filaments avec la ligne Z. Et donc, si vous faites des exercices de très forte intensité, et surtout des exercices de type excentrique, ou alors concentrique à très forte intensité, il y a un déficit structurel au niveau de la fibre musculaire qui peut produire donc des dommages à ce niveau-là. Mais il reste à étudier donc la mise en œuvre de programmes de musculation qui permet de contrer cette prédisposition potentielle à des lésions musculaires. D'accord ? Il y a par contre un plus grand consensus au niveau scientifique en ce qui concerne la prédisposition des plus élevés chez les individus XX pour les entorses de la cheville et les blessures au niveau des ligaments. Par exemple, la rupture de ligaments croisés ou des choses comme ça. Et ça a été observé donc chez les danseuses de très haut niveau, mais aussi même chez des individus en bonne santé. Autre chose, on a pu observer et on a pu constater que les femmes donc XX avaient une densité minérale osseuse beaucoup plus faible que leurs homologues qui portent le génotype donc RR. Et cette même constatation a été aussi observée chez les souris. Dans l'ensemble, si vous voulez, ces informations suggèrent qu'une déficience, et donc l'absence en alpha-actinine 3, pourrait prédisposer les individus à une probabilité plus élevée de lésions osseuses, mais ce fait n'a pas encore été, si vous voulez, rapporté chez les individus en bonne santé ou très entraînés. Alors, si Hassan, le fait de le savoir, par exemple, si on fait des tests génétiques pour les sportifs, est-ce qu'on peut anticiper pour orienter l'entraînement, pour justement éviter des entraînements qui peuvent conduire à la blessure? Ouais, bien évidemment, il peut y avoir des choses parce qu'il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de disciplines, enfin de fédérations sportives ou d'associations sportives qui ont travaillé un petit peu là-dessus. Mais si vous le permettez, dans un premier temps, je vais peut-être continuer sur l'alpha-ACTN3 et par rapport à la lésion musculaire. Après, je reviendrai, si vous le voulez bien, sur l'utilisation des gènes par rapport à ça. Donc,
Donc, si vous voulez, pour continuer dans ma lancée, il y a, on sait que les dommages au niveau musculaire surviennent lorsqu'on fait des contractions excentriques de haute intensité ou alors des contractions concentriques de grande intensité, qui va provoquer des lésions musculaires avec des DOMS, donc les douleurs qui reviennent un petit peu après, avec des fuites de protéines comme la myoglobine, la LDH ou le CK. Et tout ça va concourir, si vous voulez, à une baisse de la production de force. Donc, il y a une perturbation mécanique qui va s'opérer au niveau des fibres de type 2 qui va concourir à une production de force moindre, une augmentation de l'inflammation et des douleurs. Et bien que les niveaux élevés de ces lésions musculaires induites par l'exercice aient été principalement étudiés d'un point de vue clinique, si vous voulez, on ne peut pas encore considérer comme un facteur de performance dans certaines disciplines. On peut le considérer, pardon, comme un facteur de performance dans certaines disciplines sportives. C'est-à-dire, c'est plutôt bien d'avoir ces dommages musculaires parce qu'ils vont produire une adaptation du muscle qui va le renforcer et va le rendre plus important. Et donc, à cet égard, l'absence d'alpha-actinine 3 dans les flux musculaires semble limiter la résistance à surmonter les charges lors de contractions musculaires excentriques ou concentriques très élevées. Et cette notion est basée sur plusieurs observations qui indiquent que les sujets qui portent donc l'allèle X ou les individus XX ont des niveaux de dommages musculaires et de lésions musculaires, des DOMS et des CK, qui sont largement supérieurs que les individus RR. D'accord et ceci a été observé suite à des marathons, des triathlons ou des courses en ultra-endurance. Donc, ces observations montrent que les individus déficients d'alpha-actinine 3 présentent non seulement des niveaux accrus de CK, mais également des réductions plus importantes de la performance musculaire par rapport aux individus RR, même si il y a certaines observations, comme ces deux études-là, qui n'ont pas observé d'association entre les génotypes ACTN3 et les lésions musculaires. Même si on a pu observer, on peut spéculer du fait que les individus XX pourraient récupérer d'une façon beaucoup plus rapide et donc vont pouvoir s'entraîner beaucoup plus pour améliorer leur performance. Donc, par conséquent, l'absence de l'alpha-actinine 3 produite par ce génotype, donc ACTN3, pourrait induire des niveaux plus élevés de dégradation musculaire lors des activités sportives, bien qu'il soit nécessaire de déterminer si elles récupèrent également plus rapidement. Donc, on ne sait pas si ces sujets-là récupèrent plus rapidement. Et donc, on peut penser que l'alpha-actinine 3 jouerait un rôle pendant la phase excentrique des contractions musculaires qui confère une plus grande capacité au muscle squelettique dans son ensemble à résister aux dommages musculaires malgré l'expression restreinte de cette protéine au fil musculaire rapide de type 2. Donc, vous voyez, moi, ma dernière étude qui est donc acceptée, qui va bientôt sortir, où j'ai fait une revue systématique avec des collègues comme Juan Del Cozo, où on va dans ce sens-là, qu'il y a une association très forte entre ce génotype, donc la CTN3, et le risque d'avoir des blessures musculaires donc sans contact chez les athlètes de très haut niveau ou très entraînés. Donc, là, c'est les adaptations, mais ça, j'en ai déjà parlé, donc je passe pour le moment. Ça, c'est un résumé de ce que je viens de vous démontrer. Donc, vous voyez que ça va dans le même sens de ce que je viens de raconter. Donc, on voit que quand vous possédez le génotype XX, vous avez moins de réponses à l'entraînement de force ou de musculation par rapport à quelqu'un qui possède l'allèle RR. Et donc, vous avez plus de possibilités de vous blesser quand vous possédez le XX par rapport au RR. Alors, c'est Hassan,
pour détecter chez le sportif qui veut faire du sport de haut niveau, qui est dans une équipe qui fait un sport de haut niveau, est-ce qu'il est, je dirais, préconisé, conseillé de faire des tests génétiques et d'orienter l'activité sportive ou d'orienter la performance? Qu'est-ce que vous en pensez des tests que maintenant on entend de plus en plus parler des tests génétiques? Ouais, bah ça c'est la question à $1 million, hein. Donc je vais essayer d'y répondre d'une façon la plus claire possible. Donc là c'est l'entraînabilité des muscles, bah ça je passe aussi parce que c'est ce que je vous ai raconté, c'est juste bien illustré ici. Il y a un problème, il y a plusieurs problèmes que peut poser le testing génétique dans le sport, parce que d'abord on manque encore de preuves scientifiques tangibles. Et l'un des principes facteurs limitants dans le domaine de on va dire la génomique de l'exercice et des blessures, c'est la taille relativement faible des échantillons étudiés. C'est-à-dire les sujets qui participent aux études ou les populations générales qui participent aux études sont relativement faibles. La taille est relativement faible. Et donc, on ne peut pas extrapoler à la Terre entière. Et donc là, il est nécessaire d'avoir un effort collaboratif majeur pour qu'on puisse progresser, améliorer la compréhension des gènes qui influencent la réponse à l'exercice ou la prédisposition des blessures. Et en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, on va étudier uniquement les médaillés olympiques australiens, qui sont très peu, ou les médaillés olympiques américains ou suisses, etc., qui sont toujours très peu. Donc, ce n'est pas assez représentatif pour aller très loin dans ce domaine. Et c'est là où c'est intéressant. Il y a les études de séquençage de génome entier qui vont nous permettre d'aller plus loin parce qu'on va avoir des variants, des millions de variants géniques qui vont être analysés par individu. Ou alors les méthodes de séquençage d'ADN à haut débit. Et il y a une étude qui a réalisé cela, c'est celle de Shi et collaborateurs en 2016, où elle a, donc il y a un panel de 45 marqueurs prometteurs, 45 marqueurs qui ont été, si vous voulez, au niveau scientifique, aller dans le sens où il y a une relation avec la performance sportive. Donc ils ont pris ces marqueurs-là et ils les ont testés pour la réplication dans 7 cohortes d'athlètes d'endurance, spécialistes d'endurance. D'accord? Et ils avaient aussi les gros contrôles. Il y a l'Australie, l'Éthiopie, il y a le Japon, la Pologne, le Kenya, un peu plus, et la Russie, et je pense qu'il y a aussi l'Espagne qui ont participé. Donc, ils avaient plus de 1500 athlètes d'endurance qui ont de très haut niveau, qui ont participé à cette étude, qui avaient l'habitude de participer aux championnats du monde, aux Jeux olympiques. Ils avaient aussi plus de 2500 sujets contrôle. Et bien que cette enquête, si vous voulez, n'a pas identifié d'une façon très claire un panel de variants génomiques communs à certains groupes d'athlètes, il y a quand même quelques pistes qui sont intéressantes, qui ont été identifiées et parmi lesquelles il y a l'alpha-ACTN3 en relation avec les blessures. Donc, voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Après, il y a le deuxième gros problème, c'est les tests génétiques qui soulèvent un certain nombre de problèmes importants. Pour ceux d'abord qui vont prescrire le test, d'accord? Pourquoi on va le faire, comment on va le faire, etc. Il y a la complexité du consentement éclairé par rapport au stockage des données. Qu'est-ce qu'on va faire de ces données-là? Les échantillons, etc. Comment on va faire pour le retour des résultats? Publier, pas publier, comment faire? Et quid les tests qui vont aller plus loin pour la détection, c'est-à-dire chez les enfants. Et donc, là, on rentre dans la vie privée, la confidentialité, tout ça. Donc, tout ça pose un certain nombre de problèmes. Et en plus, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de tests génétiques qu'on retrouve sur le marché, facilement abordables pour certains, et qui ne sont pas valides scientifiquement. Là, il faut faire très attention.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'il y a un consensus qui a été trouvé lors du congrès mondial de la Fédération internationale de médecine du sport, un panel de personnes qui travaillent dans ce domaine-là et qui conclut que, en se basant sur ce qu'on connaît actuellement, on ne peut pas aller vers une application clinique du testing génétique pour prescrire l'exercice ou alors prévenir les blessures. Et qu'il faut attendre un petit peu, aller très loin dans les recherches scientifiques dans ce domaine. Alors, une question aussi, Hassan. L'avenir, que nous dit l'avenir demain, dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'il y a des prévisions par rapport à ce test génétique, par rapport à justement la détermination génétique dans la performance sportive? Là, ce qu'on peut dire, là, vous voyez, j'ai parlé des tests génétiques. Vous voyez que ça, c'est le nombre de tests génétiques qu'on retrouve sur le marché. D'accord, il y en avait ce nombre-là. Là, vous en avez en 2019, vous en avez plus de 70. Hein, d'accord, donc avec un risque de ne pas avoir certains qui ne sont pas validés scientifiquement. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, je reviendrai à la conclusion par la suite. Pour répondre à votre question, les résultats scientifiques actuellement vont dans le sens qu'il n'y a pas si vous voulez, un profil génétique unique qui confère le succès sportif. Les profils génétiques qui sont requis sont probablement spécifiques aux caractéristiques de chaque sport. Et là, la donne va se compliquer. Si vous voulez, il y a certains marqueurs, par exemple le gène ACE, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses polymorphismes d'insertion et de délétion. Il y a le gène PEPAR, il y a le PGC1-alpha, mais il y en a d'autres qui n'ont pas prouvé. Ceux que je viens de citer vont plutôt dans un bon sens, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore été répliqués d'une manière satisfaisante. Juste pour dire que à l'heure actuelle, on ne connaît pas un marqueur génétique susceptible d'être associé au statut d'athlète de haut niveau. D'accord ? Et donc, le mieux, c'est plutôt aller vers un profilage génétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle un total score, un score total génomique. D'accord ? Et à ce niveau-là. Concrètement, Hassan, concrètement, ça veut dire quoi un total score génétique? Ouais, là c'est intéressant, c'est une étude qui a été réalisée en 2009 et 2010 par des Espagnols, donc Ruiz et collaborateurs, et ils ont utilisé cette approche-là, donc qui a impliqué des athlètes élites d'endurance toujours, mais aussi ils avaient des athlètes de puissance, et ils ont combiné 7 polymorphismes en un score total, d'accord ? Ils ont constaté que le score moyen était plus élevé dans le groupe athlète élite par rapport au groupe témoin. Donc, et cette découverte était très intéressante, mais par contre, on ne la retrouvait pas chez les athlètes de puissance. Et ce qui était pas mal aussi, c'est qu'il y avait des chevauchements considérables. Autrement dit, chez les personnes lambda, les personnes témoins, avaient des scores des fois supérieurs aux athlètes élites qui participaient aux Jeux Olympiques. Donc, c'est une piste prometteuse, mais il faut aller avec parcimonie. Et la même chose, c'est-à-dire quand je reviens à la CTN 3 tout à l'heure, juste pour vous dire, il y a certaines personnes qui peuvent exceller à très haut niveau dans les sports dits de puissance et de force, en possédant les allèles, enfin le génotype XX. Ça a été observé chez des Grecs qui ont participé aux Jeux Olympiques sur 100 mètres et 200 mètres. Donc, 2 athlètes grecs étaient XX, mais qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc, ils avaient des performances de très haut niveau. Il y a aussi un sauteur en longueur
je ne me rappelle plus de quel pays, qui a réalisé 8,26 en longueur, mais aussi qui était un athlète XX. Donc, on voit qu'il n'y a pas encore tout à fait un consensus, même à ce niveau-là. Alors, c'est Hassan, avant d'aller vers votre conclusion, je voudrais, si vous êtes d'accord, aller vous poser quelques questions des participants. Oui, et je vais prendre les questions un peu dans l'ordre et je vois la question de Madame Touria Benouh. Ma question, quel type de gène associé à la performance sportive? Enfin, je pense que vous avez déjà répondu peut-être en partie. Je pense, ouais. Bah, oui, je pense. Il y a... Là, c'est toute la présentation. Alors, une question du docteur Salahuddin Haddo. Y a-t-il un lien entre la génétique et les réponses individuelles des athlètes aux différentes manipulations, aux stratégies nutritionnelles dans la quête de la performance sportive? Enfin, en quelque sorte, si je dois résumer, y a-t-il un lien entre la nutrition et la performance sportive à travers la génétique? Là, je pense que la meilleure solution, c'est aller vers les études qui observent, si vous voulez, des relations entre l'aspect nutritionnel, par exemple un apport en protéiques très élevé, et les gènes qui permettent d'avoir une réponse positive. Mais à ma connaissance, moi, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faudra la même chose entre ce qu'on mange et ce qu'on peut avoir. C'est pas encore tout à fait étudié. Je la connais pas, cette possibilité-là. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de remarques et de suggestions et de réflexions partagées. Donc, franchement, je remercie les participants pour tout ça. Donc, je ne vais pas pouvoir tout lire. Je cherche s'il y a des questions. Mais moi, j'ai une question qui est très simple. Oui. C'est Hassan. Aujourd'hui, pour faire de la performance sportive, on sait très bien qu'il faut, bien sûr, du talent et beaucoup de travail. Du talent et beaucoup de travail. Alors, comment, d'une façon simple, la génétique peut accompagner ou peut améliorer cette performance? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut créer une base de données avec les profils génétiques des athlètes qui sont à très haut niveau. Donc, une base de données pour voir s'il y a une tendance qui va dans le sens au moins de la littérature scientifique. Là, vous me parlez du Maroc, hein, tout particulièrement. Oui, tout à fait. Donc, soit il y a donc créer cette base de données, soit aller voir les anciens champions olympiques, champions du monde dans les différentes disciplines sportives. Donc, il y a tout un travail de fourmi à réaliser et après faire des corrélations pour voir quel trait va dans tel sens ou dans tel sens, comme ce qu'ils ont fait les autres études ou les autres nations, et aussi voir un peu ceux d'aujourd'hui. D'accord, pour aller voir ceux de demain. Donc, vous voyez, on peut créer une base de données. Mais tout particulièrement, là où c'est très intéressant, c'est surtout s'intéresser tout particulièrement, et là, c'est quelque chose de fondamental, c'est déterminer l'effet de ces génotypes sur l'entraînement de force, d'endurance, etc., mais aussi sur l'incidence des blessures. C'est-à-dire, il faut travailler sur les deux volets qui sont là. La réponse à l'entraînement, d'accord, et la réduction des blessures. Parce que c'est deux piliers qui vont amener l'athlète à très haut niveau. Et parce que si on fait que ça, à ce niveau-là, là, on va pas trouver beaucoup de monde et parce qu'on a une infime chance de trouver quelqu'un qui va correspondre à ça, quoi, à ce chemin-là. Merci beaucoup, Sir Hassan. Je vous laisse le temps de conclure tranquillement. Juste pour aller dans le même sens, hein, c'est juste la carence en alpha-actine 3. Donc, il y a des altérations physiologiques structurelles des fibres de type 2. C'est ce que je viens de montrer. Puis, il y a un effet négatif sur la performance et l'explosivité dans les sports de puissance et qu'il y a une probabilité plus élevée de se blesser quand on est XX par rapport à si on est R ou RX. Et on a besoin d'études supplémentaires pour voir si une carence en alpha-actine 3
est relié à la capacité d'endurance de certains individus. Par contre, pour la détection des talents, utiliser le polymorphisme ACTN3 R577X, c'est non. Ça sert strictement à rien. Parce que la performance sportive, elle est multifactorielle. Comme on l'a dit dès le début, elle n'est pas uniquement génétique. La génétique y participe, mais elle est multifactorielle. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis, voilà, tout ce qu'on a décrit là, c'est ici. Merci beaucoup, Cheikh Hassan. Moi, j'ai juste une question relativement pratique. Est-ce que tu nous autorises à partager ta présentation avec les participants à la visioconférence? Oui, bien sûr, sous format PDF, pas de problème. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Cheikh Hassan. C'était un réel plaisir de t'écouter et vraiment de découvrir ce monde un peu mystérieux de la génétique et de la performance sportive. Ça nous a, enfin, moi personnellement, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et ça m'a donné la conviction que, effectivement, il y a la science, il y a aussi le travail, et aussi, j'ai noté la prévention de la blessure. Et juste à ce titre-là, j'ouvre une petite parenthèse. En 2018, on a découvert que 70% de sportifs arriver à des tournois internationaux avec des blessures. Aujourd'hui, au Comité olympique, on a mis en place un programme de suivi médical pour anticiper et pour prévenir la blessure avant d'arriver à la blessure. Et donc, on a mis en place des conventions avec des hôpitaux ici marocains et on prend en charge les bilans médicaux pratiquement complets de tous les sportifs qui sont dans le programme olympique. Et j'espère, et je croise les doigts et je prie qu'on pourra élargir ça à beaucoup plus de sportifs. La blessure, c'est aussi un handicap énorme. Voilà. C'est très, très important. La prévention des blessures, savoir le faire et surtout dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, comme ça, on peut prévenir et amener l'athlète au plus haut niveau. En tout cas, mon deuxième souhait, c'est Hassan, c'est de continuer à travailler ensemble avec toi et avec d'autres compétences marocaines ici au Maroc ou ailleurs. Vraiment, cette synergie qui va nous donner, qui va nous emmener beaucoup plus loin. Il faut vraiment qu'on travaille la main dans la main, toujours dans la même direction et même objectif, la réussite du sport marocain et la réussite du Maroc. Là aussi, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci à vous, merci pour votre participation et à très vite pour d'autres visioconférences sur d'autres thématiques. Et n'hésitez pas à nous faire toujours part de vos suggestions pour aussi répondre à vos demandes et aller chercher des thématiques qui vous intéressent. Merci et à très bientôt.